Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui ne se présentera jamais à l'élection présidentielle. Pour ce nouvel épisode football, j'accueille deux invités. Le premier a d'ailleurs un point commun avec Éric Zemmour, c'est qu'il adore déborder sur la droite. Rassurez-vous, lui ne fait pas de la politique, il est juste latéral. Aurélien, bonjour. Bonjour Simon, et en fait non, c'est plutôt vers la gauche, hein, parce que je suis gaucher aussi bien de main que de pied. C'est vrai que tu es à l'extrême gauche, j'avais oublié ton pied gauche magique, que j'ai eu la chance d'admirer sur un terrain de futsal. Bravo. Bravo pour le pied gauche, j'avais complètement zappé. L'intro part déjà mal, ça sent pas bon, va falloir rentrer dans mon match. Pour le deuxième invité, là je suis sûr de moi, j'avais envie de le féliciter parce que, mesdames et messieurs, il a eu son permis. Pierre, bonjour. Eh bonjour, merci pour les félicitations Simon. Ça fait chaud au cœur dans le froid qui démarre en ce début d'automne. Ça fait du bien de se réchauffer ensemble sur la gonfle. Et ben maintenant, tu pourras te réchauffer grâce à ton pot d'échappement. D'ailleurs, si vous vendez une Ferrari, Pierre peut être intéressé, sachant qu'il a un budget de 9 000 euros. Voilà, c'est dit. Messieurs, pour partir sur un ton plus sérieux, aujourd'hui, on va mettre un continent à l'honneur, le football africain. Voilà, les pays de la CAF, on parle bien de la Confédération africaine de football qui fait toujours un petit peu apparition quand l'hiver arrive, puisque comme nous l'avons vu hier, en tout cas à l'heure à laquelle on enregistre, le Ballon d'Or a été décerné à Lionel Messi, ainsi que différents trophées comme le trophée Lev Yachine, le Ballon d'Or féminin également, et le trophée Copa, si je ne m'abuse. Et souvent, euh, il y a toujours un petit scandale sympathique à mettre en avant avec un joueur africain qui est soit oublié ou alors, si on peut juger qu'il n'est pas oublié, mais en tout cas il conteste son absence ou son classement. Donc voilà, pour le sujet d'aujourd'hui, on va quand même rester sur le football de nation, mais on va se poser une question, est-ce que le football africain est sous-coté ou non? Je pense qu'on a des avis divergents tous les trois, et ça m'intéressait d'avoir déjà un premier, alors j'allais dire tour de table, mais vu qu'on tourne pas au même endroit, on va faire un tour d'ordinateur. Aurélien, qu'est-ce que tu penses du foot africain? Bah, ça reste moi ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur ferveur, les surnoms des équipes. Franchement, je trouve que c'est sans avoir un discours, on va dire, tiens, regardez le continent africain, ils font des choses amusantes. Non, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on retrouve un peu moins en Europe. Je suis bon, tu vois, moi j'ai toujours comme les écureuils du Bénin ou les éperviers du Togo. Alors je crois que le Bénin a changé son surnom parce qu'ils trouvaient pas assez leur surnom assez viril. C'est dommage parce qu'en fait au contraire je trouve que ça donne vraiment envie de suivre et bah, d'ailleurs c'était enfin pour moi les coupes d'Afrique des Nations en dehors des sélections, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, enfin les grosses nations, bah, ce genre de surnom permettait de dire bah tiens, j'ai envie de m'intéresser à eux et aussi comment bah, suivre leurs résultats. C'est vrai que ça donne un petit côté famille, un petit côté proximité, un folklore presque aux nations africaines, et je suis d'accord que c'est intéressant j'aime bien cet exercice, voilà, je trouve ça sympa, et effectivement c'est cool ça donne envie de les suivre et de s'intéresser à ce continent à chaque fois que la CAN prend place, ou alors quand les nations émergent à la Coupe du Monde. Pierre, toi tu vois comment le foot africain de nos jours? Bah, le foot africain, je pense que c'est important d'en parler puisque c'est vrai que malgré tout, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, et que c'est un continent qui a tendance à être un peu mis de côté. Mais c'est peut-être un des seuls continents sur cette terre qui est presque entièrement voué au sport et au football en particulier, puisque dans tous les autres continents, il y a d'autres sports qui sont parfois plus populaires dans certains pays que le foot, alors qu'en Afrique, on voit que on vit pour le ballon rond, ça joue au ballon, c'est un amour qui est, qui est vraiment considérable, et c'est aussi le sport des classes populaires, le foot, hein, donc c'est un espoir pour énormément de gens sur ce continent-là de pouvoir s'élever socialement et atteindre bah, les sommets de ce sport, et aussi un niveau de vie qui est difficilement accessible pour ces gens-là.
Hem, donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder le foot africain et bah, aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir, dévoiler nos avis sur, ce sujet-là et voir si, bah, justement, est-ce qu'il faudrait pas, coter un peu plus le football, africain, au vu des stars qu'ils produisent maintenant depuis, plusieurs générations et voir par rapport aux, réformes qui vont être mises en place, sous peu par la FIFA. Surtout le mettre à l'honneur, ce football africain qui, c'est vrai qu'il y a eu une mini polémique, bah, on parlait du Ballon d'Or où, Edouard Mendy, ouais. voilà, où Edouard Mendy n'est qu'avec son maillot, c'est un maillot d'entraînement en fait. C'est vrai que c'est sûrement pas fait exprès, mais d'une certaine manière, c'est presque symptomatique. Oui, complètement, complètement. Alors que enfin, il faut rappeler quand même qu'à la base, le Ballon d'Or est un trophée français, puisque c'est France Football qui a créé le Ballon d'Or. Alors pendant des années, la FIFA avait récupéré la codirection du trophée avant de se séparer par la volonté de France Football. C'est pour ça que d'ailleurs le trophée The Best a émergé. Mais effectivement, surtout nous, Français, du coup, voilà ce que je voulais dire, on doit saluer le football africain, auquel on doit beaucoup, puisque notre championnat est composé d'énormément de joueurs africains. C'est un vrai pourvoyeur de talent. Et d'ailleurs, la Ligue 1, cette année, progresse énormément. On s'amuse, enfin, on prend plus de plaisir à regarder le football français cette année. C'est aussi en partie grâce à ces joueurs-là. Pas que, évidemment, mais après le Brésil, les principaux pays francophones de l'Afrique nous offrent beaucoup de joueurs et de talents. Et c'est ce qui permet parfois à nos clubs de briller dans l'élite ou même en Ligue des Champions. Je pense à l'OM de Mamadou Niang, de Didier Drogba, enfin, de joueurs aussi d'origine africaine, hein, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais on doit aussi beaucoup à l'Afrique dans notre propre sélection, puisque énormément de joueurs sont d'origine africaine, hein. On peut en citer plein. Le plus connu, ça reste Zinedine Zidane, qui est ouais, algérien d'origine. Voilà, le paysage africain a toujours été en arrière-plan de notre football. Et voilà aussi pourquoi on voulait vous faire un épisode consacré au foot africain. C'est parce qu'on lui doit aussi un petit peu à toutes nos réussites. Ouais, non, mais en plus, t'as entièrement raison, hein. Comment ne pas parler, par exemple, de la Ligue 1 et du FC Metz sans Génération Foot? Là, bah, par Tout à fait. exemple, même l'OM avec son association avec Diambars. Voilà, C'est ça. et même il y a une école de foot maintenant au En Ghana et Tunisie. avec l'OL. Donc voilà, c'est non, un gros pourvoyeur. Maintenant, tu vois, t'as cité deux joueurs. Alors Mamadou Niang, j'ai un doute, mais tu vois Didier Drogba, et je pense que c'est quelque chose dont on parlera par la suite. Il n'est pas formé en Afrique, il est formé en Europe. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est aussi un point intéressant, c'est que malgré tout, la formation française produit souvent les meilleurs prospects des sélections africaines. Ça pourrait faire un très bon épisode également. Mais de plus en plus, on voit vraiment des joueurs qui viennent de clubs africains. C'est de plus en plus fréquent. Longtemps, ce n'était pas le cas. Moi, je me souviens avoir été surpris quand j'avais appris, je crois que Saber Khalifa, ou Khalifa comme vous voulez, venait d'un club tunisien. Contrairement à ce qui se faisait beaucoup à l'époque, et c'est de plus en plus le cas grâce aux clubs partenaires comme tu l'as mentionné, Aurélien. Oui, c'est bien Mais parce que, oui, il semble qu'on voit une espèce de réaction à cette mode qu'il y avait dans les années 2000, je pense, au niveau de la formation, où il s'agissait de prendre les joueurs le plus jeunes possible dans les clubs d'où ils venaient. Et c'est pas un problème uniquement pour l'Afrique, hein, c'est ce que faisait l'Europe dans beaucoup de pays et sur beaucoup de continents. On a énormément de joueurs qui sont détectés aux plus jeunes âges et qui du coup finissent leur formation ou même jouent en école de football en Europe alors qu'ils sont loin de leur famille. Et c'est aujourd'hui intéressant de voir que par ces partenariats, on a une réaction contraire à ce qui se faisait avant, qui permet au contraire du coup de développer ces clubs-là et qui, je pense, est plus bénéficiaire pour les clubs africains qui peuvent se développer, quoi. et puis, tu t'assures aussi peut-être un résultat, beaucoup plus sûr en termes de formation, puisque si tu le déracines moins tôt, l'équilibre du joueur, sa confiance, ses habitudes et son caractère se forment plus facilement.
il y a tout à y gagner pour les clubs de garder les joueurs proches de leur cocon familial. Heu, on a eu tellement de témoignages de joueurs qui ont été bouleversés de quitter leur famille, de changer de région ou de pays, de tradition, de culture. Je vois pas pourquoi ça ne s'est pas développé plus tôt, parce que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant dans tous les cas, même si les joueurs au final finissent en Europe. Aurélien, je sais pas ce que tu en penses. L'Afrique a tout à y gagner et l'Europe, qui est le principal championnat, aussi. Bah après, c'était presque du gagnant-gagnant pour l'Afrique, dans le sens où tu sais que certains pays profitent de se dire, bah tiens, nous on reçoit de l'argent, on sait pas trop où il finit d'ailleurs cet argent, donc on n'a pas besoin de, comment ça s'appelle, d'aller l'investir dans les infrastructures, parce qu'on se dit que un club européen ou ailleurs pourra former notre joueur, et il sera tout aussi bon que si on l'avait formé localement. Mais ça, en fait, pour moi, c'est un gros problème. En dehors du fait, bien sûr, en fait, pour moi, c'est le problème, c'est l'argent, on ne sait pas où il finit, mais aussi, il y a ça accentue pour moi ton sentiment d'appartenance, d'avoir été formé localement. Et je pense que des joueurs comme je pensais à Sadio Mané, sûrement il aurait peut-être aimé faire jusqu'à ses 20 ans au Sénégal. Je veux pas dire Mmh. de bêtises. Là, tu vois, je lisais quand je préparais l'émission, je voyais Naby Keita, il avait tout fait pour arriver en Europe le plus tôt possible. Et en 2011, il essayait déjà de passer des tests à Lorient. Alors c'est dommage, parce que quand tu vois le talent que c'est, même si les championnats locaux sont pas les plus forts du monde, et même peut-être même pas les plus forts d'Afrique, bah tu te dis que c'est bien aussi pour les jeunes de voir leur star de sélection se dire, bah tiens, ce mec-là, entre ses 18 et ses 20 ans, il a été en D1 malienne, ou même, hein, je vois par exemple le championnat sud-africain, c'est pas le plus mauvais. Il me semble que le Congolais, le Tunisien non plus. Bah, y a rien qu'à voir d'ailleurs sur les vainqueurs des Ligues des Champions africaines. Alors bon, on déborde un peu parce qu'on a dit qu'on restait que sur le football de nation et de sélection. Mais voilà, c'est un truc, moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'est la formation locale, parce que tu as besoin, tu as besoin d'avoir des joueurs qui s'identifient totalement au pays, et pas compter forcément sur les binationaux, par exemple. Oui, et puis même, avec une pensée un peu moins sentimentale, tout simplement, les joueurs africains, s'ils grandissent en Afrique, qui sont formés par des clubs, africains, ils ont aussi potentiellement plus envie de rejoindre les sélections africaines, dans le cas où ils auraient une binationalité. Parce qu'on pourrait très bien imaginer je sais pas, un Africain qui a la double nationalité parce qu'il est né en Europe, et il est possiblement retourné ensuite en Afrique, ou inversement, de d'avoir une binationalité, et au final de choisir, sa nation africaine. Et dans ce cas-là, ce serait aussi le moyen d'avoir peut-être, pas que on va dire les solutions B, parce que ce serait insultant, mais on sait que les nations européennes qui ont potentiellement plus de chances de gagner une coupe du monde, européenne ou autre, on récupère les meilleurs joueurs, binationaux. Donc il y a aussi peut-être cette composante-là qui pourrait être favorable aux confédérations, africaines. Messieurs, justement, en parlant d'équipe nationale, on, on allait axer ce débat sur deux thèmes. Les deux sont liés à la Coupe du Monde. Comme vous le savez, on va bientôt passer à une Coupe du Monde à 48 équipes. L'Afrique va gagner des places à la Coupe du Monde. Mais avant d'entamer notre vision de la Coupe du Monde à 48 et le rôle de l'Afrique dans tout cela, on va rester sur notre Coupe du Monde classique, celle à 32, celle que la France a gagnée récemment. Je voulais savoir si vous trouviez que le football africain était justement représenté, avait suffisamment de place à la Coupe du Monde pour briller, et et même est-ce qu'on ne sous-considère pas leurs performances et leurs résultats, ce qui fait qu'au final l'attribution n'était pas méritocratique. Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je vais un peu avoir la position du méchant dans ce débat, mais je pense que non. L'Afrique est pour moi pas forcément sous-représentée, ou du moins mérite, pas forcément plus de représentation puisque, ça me paraît pas logique, d'accorder les places, à la coupe du monde en termes d'adhérents ou en termes de joueurs ou même en termes de population. Je trouve que c'est un raisonnement qui est bancal parce que, bah, forcément dans ce cas-là, on aurait, au moins une équipe sur 4 qui devrait être accordée à la confédération asiatique de football et plus largement une équipe sur 2 qui serait soit africaine, soit asiatique. Donc ça rendrait pas forcément justice aux pays qui sont le plus intéressés par le football, puisque bon, on sait qu'en Afrique, c'est le sport principal. Par exemple, on a remarqué que, les pays asiatiques sont pas forcément intéressés par le football et préfèrent d'autres sports. Donc je trouve que le raisonnement, qui voudrait dire que puisque l'Afrique a autant de membres dans sa confédération et autant de pays, notamment puisque c'est ça le problème, hein, visiblement, le fait qu'il y ait 54 pays, qui sont représentés dans la Confédération africaine de football, c'est le plus gros total, juste après la France, juste après l'Europe, il me semble, avec 55. C'est Donc ça, c'est, Pierre, ça fait ça, oui. l'Afrique est même leader si on prend les nations non éligibles à la FIFA, il y en a Ouais, voilà, 56. c'est Voilà. ça. Et du coup, c'est vrai que, Ah, toi, tu veux pas compter le duché de Nice, Je Simon? n'ai pas compté le duché de Nice ni la sélection corse qui a vu de grands joueurs tels que Rémi Cabella avoir des sélections. mais du coup, c'est vrai que ce raisonnement-là, forcément, ça complique et bah, c'est vrai que quand on regarde qu'il y a que 5 équipes sur 54 qui pourront participer à la coupe du monde, dans l'hypothèse où il y a 32 équipes, forcément, ça fait des laissés pour compte. Mais bon, c'est le principe des qualifications et c'est le principe de la coupe du monde de proposer les meilleures équipes de chaque continent pour, participer à cette dernière et montrer le meilleur du football sur chacun des continents, quoi. D'ailleurs, avant de donner la parole à Aurélien, c'est vrai qu'il était important peut-être de vous donner quelques statistiques. Aujourd'hui, il y a donc 32 places à la Coupe du Monde. L'Afrique en possède 5. Donc ça fait 5 nations sur 54 possibles qui vont à la Coupe du Monde. En comparaison, l'Asie en a 4,5 sur 47, l'Europe en a 13 sur 55, la CONCACAF, donc l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, en a 3,5 sur 35. Alors 3,5, ça veut dire que potentiellement il peut y en avoir 3, mais il peut y en avoir aussi 4. L'Océanie en a 0,5 sur 16, l'Amérique du Sud en a 4,5 sur 10, et il y a une place qui est réservée aux pays organisateurs. Euh, Aurélien, toi, tu penses quoi? L'Afrique n'a pas assez de nations, ou justement, il faudra peut-être attendre par exemple une victoire en Coupe du Monde pour envisager un changement? C'est un peu, pour moi, c'est toujours c'est cette histoire de serpent qui se mord la queue, et je vais expliquer surtout ma façon de penser, c'est que si on doit se baser sur les performances, donner plus de place à l'Afrique, c'est pas non plus la chose la plus logique pour moi. Alors bon, il y a quand même cette histoire de Coupe du Monde de 2018 où malheureusement toutes les équipes africaines ont été éliminées au premier tour, et d'ailleurs et le Sénégal juste à cause d'un carton jaune, et je crois qu'en plus c'était Mbaye Niang qui avait eu un carton jaune, mais bon, c'était pas forcément lui, mais il faisait partie de ces joueurs. Donc moi j'aime bien baser sur la performance, et si on regarde, de toute façon là, le continent le plus puissant, ça reste l'Europe. Donc qu'on soit plus représenté que d'autres, on pourrait se dire c'est normal. Après, il y a toujours cette histoire de probabilité. C'est-à-dire que forcément, plus tu mets d'équipes d'un continent, plus tu vas plus on va dire les résultats, ils vont aller plus loin. Si je devais faire un parallèle, admettons, avec les clubs en Ligue des Champions, je me souviens quand c'était Lyon qui avait réussi à aller en demi-finale contre le Bayern. Oui. C'est ça, en battant Bordeaux en quart. Voilà, en battant Bordeaux en quart. Donc tu te dis, il peut se passer la même chose, et si tu mets plus d'équipes africaines, il y a plus de chances qu'elles se rencontrent dans des phases d'élimination directe et qu'elles aillent un peu plus Bah, c'est loin. ce qui arrive avec l'Europe et l'Amérique du Sud assez fréquemment, Mm. du coup, en plus.
Ouais, voilà. Donc c'est un peu. C'est pour ça que je dis toujours c'est le serpent qui se mord la queue parce que quand tu regardes les résultats, tu dis bon bah finalement que ça soit l'Europe ou l'Europe surreprésentée ou en termes de ratio ou l'Amérique du Sud, il y a il y a aucun souci. Cependant, je mets quand même assez un bémol. Je trouve que depuis j'aurais bien dit depuis les années 90, mais on le voyait plus dans les années 2000, c'est que les sélections africaines ont vraiment commencé à faire quelque chose, et on pense tous de toute façon au Ghana, qui s'est arrêté en quart de finale, mais qui aurait dû faire demi-finale si l'US Suarez n'avait pas fait cette main. La plus belle parade du tournoi pour les gardiens. Ouais, mais c'était magnifique. Mais bon, après aussi, toi, de ce côté-là, tu voyais l'Égypte, qui était vainqueur de la CAN plusieurs fois, bah, qui a participé à la Coupe du Monde en 2006, en 2018, mais aucune participation entre les deux, alors qu'il me semble, ils ont gagné au moins 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Donc toi, en fait, t'as plusieurs informations et tu ne sais pas quoi en faire. Bah, c'est sûr que c'est pas simple de répondre à la question qu'on se pose. Néanmoins, moi, je vais avoir un avis assez tranché. Je pense que les instances du football se foutent de la gueule de l'Afrique. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, parce que et, c'est pour ça aussi que Pierre en a parlé, c'est qu'en préparant l'émission, j'ai parlé de la population du continent, qui pour moi joue quand même un rôle, même si ça doit pas non plus être le critère numéro un, parce que sinon l'Asie devrait avoir aussi beaucoup de place, comme Pierre l'a dit, et l'Asie n'étant pas encore une vraie terre de football, euh, c'est- donner des places à l'Asie, ça équivaudrait à faire une action commerciale pour la FIFA, pour s'implanter par exemple sur le continent asiatique et y opérer beaucoup plus de chiffre d'affaires. L'Afrique, elle, n'a pas ça. Et pourtant, c'est la troisième puissance en termes de continent du football mondial aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Euh, et malgré tout, l'Afrique n'a que 0,5 places de plus que l'Asie, alors qu'elle compte quand même presque. Elle compte 7 fédérations en plus, alors qu'il y a moins de population. Mais enfin, c'est surtout que les résultats sont bien meilleurs pour l'Afrique que pour l'Asie. Comme tu l'as dit, 2018, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que depuis 1990, l'Afrique place au moins une équipe dans la phase à élimination directe, sauf, comme tu l'as dit, en 2018. Et puis il y a aussi il y a un autre argument important que je voulais vous donner. Et pour moi, ça reste le plus important, c'est qu'en fait, il faut que les résultats ils coïncident avec tes places. Et aujourd'hui, l'Afrique, je trouve qu'elle a de meilleurs résultats que ce qu'on lui prétend par rapport aux places. Quand tu vois que, et c'est aussi pour ça que je voulais appuyer dessus, quand tu vois que l'Amérique du Sud qui est en régression, parce que depuis 2002, l'Amérique du Sud n'a plus gagné de Coupe du Monde, je crois que depuis 2002 même, il n'y a que l'Argentine en 2014 qui va en finale, si je ne m'abuse. Non, tu ne te trompes pas. C'est ça, hein, il y a que l'Argentine où, pour embêter Pierre, je vais dire que Messi a choke son duel face à Neuer, si je dis pas de bêtises. Tout Ouais, comme Higuaín Gonzalo aussi, Higuain, hein, mais bon, ouais, tout voilà. comme... Comme Rodrigo Palacio, il me Oui, semble. il y a eu plein d'occasions hein, dans cette Beaucoup de finale. ratés, ouais. Et quand tu vois que l'Amérique du Sud, elle envoie parfois la moitié de ses fédérations, moi, personnellement, ça me scandalise. Parce que, certes, l'Amérique du Sud, c'est la deuxième puissance du football. Il y a des grandes nations, il y a 3 équipes championnes du monde. Le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay qui a gagné la toute première Coupe du Monde en plus. Donc déjà, on compte l'Uruguay, mais l'Uruguay, c'est les toutes premières Coupes du Monde. Des Coupes du Monde où d'ailleurs l'Afrique n'était pas invitée. À part, si la première, il y a l'Égypte. Mais après, c'est le trou, c'est le désert pendant des décennies. Je trouve pas ça normal que l'Afrique n'ait pas plus d'avance sur l'Asie et que l'Amérique du Sud ait autant d'équipes par rapport à son faible nombre de fédérations inscrites. Il y a une anomalie. Par exemple, autre chose d'ailleurs avec l'Asie que je voulais dire, l'Asie,
c'est complètement tronqué. Alors en France, on a l'habitude puisqu'en Europe, il y a la Turquie, Israël qui sont dans ces cas-là. L'Australie joue dans la confédération asiatique parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour les autres nations, de l'Océanie, mais ça envoie, une nation de l'Océanie parfois en plus à la coupe du monde injustement. Heu, pourquoi eux en profitent, pas l'Afrique? Je trouve que dans tous les cas, l'Afrique en fait, c'est le dindon de la farce, voilà, tout simplement. Bah, en fait, on ira plus loin, mais dans la réforme à 48, en fait, c'était la réforme de 32 sélections qu'il fallait faire, alors que tu sais très bien que si tu dois réformer en disant bah, l'Europe, c'est plus 13 places, mais c'est 10 places, bah, tu as trois sélections qui potentiellement vont vouloir peut-être moins te donner de l'argent ou pas voter pour toi. En fait, t'as un, t'as- il y a un aspect hyper politique qui se ramène, comme en fait tu as un aspect hyper politique entre bah, les fédérations africaines et le pouvoir en place dans ces pays-là aussi. Parce que au niveau de l'ingérence, il y a quand même plusieurs fois où il y a eu des cas, enfin il y a eu plusieurs cas comme ça, quoi. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un côté politique et puis voilà, faut toujours le rappeler, la FIFA, c'est une instance, créée par un Français et qui a son siège social en Suisse. C'est une instance européenne, il faut voilà, ça s'appelle la FIFA, mais dans le fonctionnement, c'est comme l'UEFA, c'est la même chose. C'est juste que le champ d'action, il est plus large. Néanmoins, si, je suis désolé, mais quand tu vois qu'il y a il y a autant de sélections en Afrique qu'en Europe, la question politique, je pense que tu peux prendre le risque. Et puis d'un point de vue économique et téléspectateur, je pense sincèrement que c'est pas très grave si la Serbie, si l'Autriche, ou encore, même je vais dire même la Suède, s'ils ratent une coupe du monde, on va pas pleurer. Alors oui, on a des exemples récents où l'Italie n'y va pas, les Pays-Bas n'y vont pas, le Portugal ne va peut-être pas y aller cette Ou année, l'Italie, ouais. enfin l'année prochaine, l'Italie peut d'ailleurs faire rebelote. Mais au bout d'un moment, c'est une coupe du monde. Encore que franchement, l'Europe, moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. Encore une fois, c'est plus l'Amérique du Sud qui pourrait lâcher une place et demie. Le Paraguay, il a jamais rien fait à part en 98 d'embêter les futurs champions du monde. Euh, on pourrait dire pareil enfin, le Chili, il a eu sa petite période Bielsa Sampaoli sympa où ils ont gagné des Copa América. Mais en dehors de ça, le Pérou, l'Équateur qui est tout le temps à la Coupe du monde, l'Équateur, ils font jamais rien. Ils ne font jamais rien. Alors que ben, l'Afrique, à chaque fois, les nations changent parce que c'est aussi un aspect intéressant. Les nations ce ne sont jamais les mêmes hein, qui qualifiées. Il y a vraiment du coup un vrai roulement. Peut-être que déjà en les stabilisant, ça leur permettrait de progresser. Mais surtout, elles font ben, rien qu'en termes de résultats, elles sont meilleures. C'est Voilà c'est- pourquoi c'est- je c'est- pense à ça. c'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait, tu vois, tu parles de l'Équateur, du Paraguay, mais le fait de les voir tout le temps, ça peut-être aussi, ça leur a permis de stabiliser quelque chose. Et tu vois, en Copa América, admettons, bah, le Paraguay, ils ont réussi à faire une finale, il me semble. Oui, mais le Paraguay, il est assuré de faire top 10 à la Copa América si tu pars par là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, oui. Mais une demi-finale ou une finale pour un club comme une sélection pour comme le Paraguay, ça reste ça reste quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. L'Équateur aussi, il me semblait que de temps en temps, j'arrive plus à me rappeler de leur buteur vedette. J'ai Au peur de me Paraguay? tromper. Ouais. Non, Ah, pas au Paraguay. Au Paraguay, je pense à Barrios, mais à l'Équateur. Valencia? C'est un Équatorien. Ouais, sinon, t'avais Salomon Rondon. Oui, J'ai un aussi, doute. oui. Tu vois, c'est. Et à vérifier aussi, peut-être que. Tiens, je vais essayer de voir ça tout de suite. Est-ce que l'Équateur a fait des choses en Copa, en Copa América? Donc, tu dis que si tu leur retires les places, est-ce que si tu retires une place à une nation, eh ben, est-ce qu'elle va derrière bah, moins investir sur le football et finalement tu vas tout perdre quoi. Ouais, je suis d'accord, mais après, il faut aussi montrer un espèce d'aspect de progression qui est important à mes yeux. Autre chose que je voulais souligner avec vous, je voulais avoir votre avis, je vais commencer avec toi, Pierre. Le format des qualifications en Afrique,
par la densité de pays et par, le nombre de places, il est souvent réputé dantesque. Il y a des nations qui sont cramées à la fin des éliminatoires. Certaines se plaignent de ça en disant que ça favorise leur élimination. Est-ce que le format de qualification peut aussi, peut et doit-il être pris en compte pour juger, les nations et les places à donner? Parce qu'effectivement, l'Afrique, comme l'Europe, ont des éliminatoires, gigantesques et vraiment très, très, très longues. Bah, ça, c'est un problème, qui est indissociable aussi du développement du point de vue technologique, sur le football africain. On entend souvent, par exemple, je pense à Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui se plaint souvent et à juste titre, qui se plaint souvent des conditions dans lesquelles, l'équipe algérienne se déplace. Bah, c'est compliqué forcément déjà quand on voit l'immensité du continent africain, on peut que s'imaginer la fatigue du transport, des joueurs qui en plus après doivent, se taper le voyage pour rentrer en Europe, pour jouer. Ça fait très peu de jours de repos, ça fait beaucoup de kilomètres parcourus et bah, souvent on joue sur des terrains qui sont, moi ça va être une remarque difficile, mais c'est pas forcément digne du football de haut niveau et au-delà du fait que c'est pas propice à un jeu de qualité, c'est aussi des conditions qui sont dangereuses même pour les joueurs qui encourent des risques de blessures en cas de mauvaises infrastructures, notamment au niveau de la pelouse. Donc c'est vrai que, les qualifications en Afrique, c'est toujours, quelque chose de particulier, de par forcément le nombre de fédérations qui sont présentes sur le continent comme en Europe en soi, hein, mais c'est considérable et c'est aussi considérable en Europe et bah, c'est vrai que, ça rend tout le parcours pour accéder à la coupe du monde, d'autant plus difficile. Surtout quand en plus si on regarde, évidemment il y a toujours une place qui est réservée pour le pays hôte et que, bah, la coupe du monde n'a jamais eu lieu, en Afrique à part, si je me trompe pas pour la coupe du monde en Afrique du En Sud, ouais, en 2010, tu 2010, ne te voilà, trompes c'est pas. ça. Donc Les Bafana c'est Bafana. déjà une place qui est quasiment jamais réservée à l'Afrique, qui pourrait les faire passer de 5 à 6 dans le format actuel. Mais du coup, c'est vrai que, cet enchaînement de matchs et les conditions dans lesquelles, ça se passe à chaque fois, ça rend, le parcours très, très compliqué et on s'imagine, que ça doit être pour ça que souvent on a des absences au niveau des grands pays d'Afrique qui manquent, à l'appel aux grandes compétitions internationales, de type coupe du monde puisque, bah, par exemple, on avait eu un très beau parcours de l'Algérie en 2014, à la coupe du monde où ils avaient réussi à amener, l'Allemagne qui allait devenir championne, quelques semaines plus tard. Ils les avaient emmenés jusqu'en prolongation où il avait fallu attendre la 120e minute pour voir, le but de la victoire inscrit par les Allemands. Donc c'est quand même pas rien, hein. On parle de l'Allemagne qui a passé un 8 qui a passé un score pas possible au Brésil, Un 7-1. qui jouait chez eux d'ailleurs et l'Algérie qui du coup arrive pas à se qualifier pour la coupe du monde, suivante en 2018. Qui est un grand absent, selon moi puisque c'est probablement c'est une des plus grosses sélections, notamment en termes de talent, d'Afrique. Et donc c'est vrai que, pour moi, c'est indissociable de ce point de vue technologique qui rend, de la technologie et des infrastructures qui sont disponibles sur le continent africain. La technologie donc et les infrastructures associées aux qualifications terribles, Aurélien, tu penses que c'est ça le vrai frein? C'est l'organisation, peut-être les instances? Bah, en fait, oui, oui, quand même, parce que tu voudrais sûrement mettre beaucoup plus de Coupe du Monde en Afrique, même s'il y a un système de roulement et c'est pas tout le temps évident. Mais tu vois, on parlait d'infrastructure, là, je pense, bah, on parlait des éliminatoires, je crois que je ne sais plus dans quel stade l'Algérie devait jouer, ou même le sélectionneur Jamel Belmadi a dit heureusement qu'on a changé de stade parce que sinon, hormis pour faire un barbecue, je vois pas à quoi il sert. Là, je pense aussi actuellement à la CAN qui doit se dérouler au Cameroun. Le Cameroun qui aurait dû d'ailleurs faire organiser la dernière CAN et qui avait été comment Et comme qui avait dû qui s'est vu retirer, ouais. voilà, qui avait dû se désister au dernier moment, et c'est pour ça que ça s'est déroulé en Égypte, en plein. Alors déjà, les-
on va parler du Qatar en plein été, mais l'Égypte en plein été, je pense que c'est un peu kiff-kiff quand même. Donc là, on avait vu des pauses fraîcheurs parce que les joueurs, dès la 20e minute, ils étaient à deux doigts de cracher leur trip. Et là, bah, tu vois, bon, bah, et la rebelote, pour la CAN qui va se dérouler en janvier, bah, le Cameroun, dans les instances, ce qui se dit dans les instances camerounaises actuellement, c'est que tous les stades ne sont pas prêts. Et en plus, tu ajoutes actuellement l'espèce d'ambiance délétère parce que tu vas avoir les élections de la FECAFOOT et en fait t'as t'as presque un cas qui symbolise bien le continent, quoi. C'est pas faux et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait autant de problèmes en dehors du terrain, j'ai envie de dire, parce que ça pénalise tout un continent parfois, alors que on le voit, même s'il y a eu, il y a eu le raté de 2018, progressivement l'Afrique s'approche du sommet et ça devrait arriver dans ce siècle quand même que l'Afrique remporte enfin une Coupe du Monde. Et d'autant plus que maintenant la coupe du monde va passer à 48 messieurs. On va avoir une coupe du monde à 48 dès 2026. Je rappelle que la coupe du monde de 2026 sera organisée, dans 3 pays: le Mexique, les États-Unis, le Canada, avec, des phases de poules qui seront, dispatchées dans les 3 pays. Ça peut par exemple, donner un beau spectacle pour nous Français si nous nous qualifions, parce qu'on pourrait très bien jouer en terre francophone à Montréal, au stade olympique, ça pourrait être sympa. Mais le sujet, c'est plutôt l'Afrique, donc on va faire un petit tour statistique de qui gagne des places dans la nouvelle attribution à 48. L'Afrique gagne des places, elle en gagne 4, elle aura 9 participants. L'Asie va talonner à nouveau l'Afrique avec 8 participants, c'est une progression de 3,5. L'Europe va gagner 3 places et passera à 16 nations. La CONCACAF, elle, va gagner 2,5 et aura 6 participants. L'Océanie sera assurée d'avoir un participant à chaque fois avec désormais une place si on compte pas l'Australie qui se trouve dans la Confédération asiatique. L'Amérique du Sud va gagner 1,5 places, c'est-à-dire que 60% des nations de la CONMEBOL vont aller à la Coupe du Monde. Et il y aura une place pour le pays hôte, mais attention, quand le pays hôte sera par exemple européen, il n'y aura plus 16 places jouées en éliminatoire, mais plus que 15. Et les 2 places restantes se joueront dans un tournoi de 6 équipes qui concerne toutes les confédérations excepté l'UEFA. Messieurs, j'ai envie de dire que c'est mieux. L'Afrique va passer à 9 nations. 9 nations, c'est à peu près heu, le gratin, du football africain. Il y a à peu près 9 nations qu'on pourrait citer ou qu'on trouve bonnes et qu'on retrouve souvent dans les coupes du monde. Est-ce que c'est suffisant, Pierre, ou ça aurait pu être mieux, ça aurait dû être moins? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la réforme va dans le «bon sens» entre guillemets, puisque ça permet c'est toujours plus intéressant d'avoir, plus de participants, hein, comme on dit: «Plus on est de fous, plus on rit». C'est toujours sympa de découvrir des nations et de voir des équipes, nouvelles à chaque compétition. Donc passer à 48, je pense que ça va permettre, justement à beaucoup de nouvelles nations d'émerger et de pouvoir, tenter leur chance face aux «grosses équipes» entre guillemets. Mais, il y a quelques aspects de cette réforme qui sont, pour moi assez absurdes et qui renforcent aussi le côté un peu, européanocentrique de l'institution, qu'est la FIFA. Parce que je justifie pas spécialement le passage de 13 équipes, européennes à 16. Le gain de 3 places, pour moi, c'est justement ça qui faisait l'aspect intéressant, des éliminatoires en Europe. C'était que, justement, il y avait, entre guillemets «plus de places», enfin plus d'équipes, capables d'aller à la coupe du monde qu'il y avait de place et donc chaque fois ça poussait, vraiment les équipes à se donner vraiment pour se qualifier et à chaque édition, il y avait la surprise, de voir une grosse équipe ou du moins une équipe qui a déjà gagné la coupe du monde dans son histoire, manquer ce grand rendez-vous du football. On pense à l'Italie qu'on a cité précédemment ou la France même qui la rate en, 94 il me semble. 90-94. Voilà. C'est quelque chose, qui faisait le charme des qualifications en Europe et qui va a priori disparaître puisque bon, si on passe à 16 équipes, on va pas avoir autant de surprises et je trouve ça dommage en fait de donner quasiment la même évolution, la même augmentation
de place à l'Europe qu'on en donne à l'Afrique, alors que l'Europe était déjà bien assez représentée et que justement le problème, c'était qu'il y avait des continents qui étaient sous-représentés puisque c'est l'aveu, de la FIFA quand ils font cette réforme. C'est-à-dire que bon, ça veut dire que pendant ça a un peu dû pousser en interne pour pouvoir ouvrir, justement la coupe, à 48 équipes plutôt que 32. Donc c'est qu'il y a a priori, il y a eu des plaintes et il y a du mouvement, derrière les rideaux en politique. Et voilà, on a une réforme qui, au final, est faite un peu pour contenter tout le monde, parce qu'on n'a pas dû vouloir, froisser les Européens, donc on leur a donné un peu moins que le reste, mais toujours quand même, 3 belles places. Et bon, l'Afrique qui reçoit quand même, la plus belle augmentation, de tous les continents qui est pour moi justifiée et qui aurait dû être, à ce niveau-là déjà. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit, le plus choquant reste, le nombre de places qui sera attribué à l'Amérique du Sud et c'est vrai que, 60 des nations sud-américaines seront représentées à chaque coupe du monde. Bon, ça fait beaucoup, certes, hein, mais je pense que c'est, passer à côté de ce qui me saute aux yeux, moi, personnellement, qui est surtout de voir qu'il y a, une hausse toujours plus importante, du pouvoir de l'Europe, de la même mise de l'Europe sur la FIFA, quoi. Je suis assez d'accord qu'il y a un côté politique à l'attribution des places européennes et sud-américaines. Les places sud-américaines, c'est littéralement pour qu'il y ait une augmentation et que ce soit pas un petit peu le dindon de la farce de la réforme. Et pour l'Europe, c'est pour s'assurer que ça va passer. C'est peut-être aussi pour valoriser, on va dire, les joueurs européens et dans l'intérêt aussi des clubs, peut-être, j'y vois ça. C'est vrai qu'on c'est quand même satisfaisant de mon point de vue que l'Afrique ait 9 nations. La barre des 10 aurait été symbolique et sympa à franchir. J'aurais préféré avoir, 10 équipes africaines, surtout que l'Asie gagne 3,5 places. L'Asie, clairement, si on leur a donné aussi des places, il faut le dire à nouveau, c'est probablement commercial parce qu'il y a aucune nation qui est véritablement, très forte aujourd'hui dans le paysage footballistique mondial. On pense à l'Australie qui est considérée comme l'Asie, qui a déjà eu des bons résultats. On se souvient qu'ils avaient accroché les champions du monde italiens en 2006. Enfin, en tout cas, ils allaient devenir champions du monde. On peut penser au Japon qui est toujours là au rendez-vous de la Coupe du Monde et qui a déjà eu des équipes sympas, mais ça reste quand même très très Et qui très aurait léger. pu éliminer les fameux demi-finalistes de 2018, hein. Oui, 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 C'est ça, ils ont tendance à l'oublier aussi, c'est hein. vrai, c'est vrai. Après, pareil, en 2002, il y avait une phase de progression puisque la coupe du monde en Corée et au Japon avait vu, si je ne m'abuse, les Coréens aller en demi-finale. Ouais, mais ça, on n'a peut-être pas envie de s'en rappeler de Byron Moreno. Bah, c'est pas la plus belle des coupes du monde, même si c'est celle qui m'a donné la passion du sport et du football. Mais voilà, l'Asie gagne peut-être un peu trop de place, à mon goût. L'Amérique du Sud, c'est scandaleux, mais c'est pour que les réformes passent. Tu avais déjà 50 voire 60 des équipes. Là, tu t'assures 60. Pour moi, c'est scandaleux d'avoir autant d'équipes d'une confédération qui part au mondial, quand bien même ce fut le berceau, du beau football pendant très longtemps. Les résultats de l'Amérique du Sud ne plaident pas en leur faveur. Aurélien, toi, tu le vois comment? Il fallait peut-être donner plus à l'Afrique, tu trouves ça intéressant? Est-ce que c'est plutôt l'attribution des autres confédérations qui te choque? Oui, moi, c'est... Bon, après, mis à part cette réforme ou l'extension, moi, je trouvais que 32, c'était très, très bien et je préfère redispatcher comment les places préexistantes que d'en ouvrir d'autres. Mais bon, là, c'est bon, je me répète, mais c'est forcément politique. De toute façon, si la Confédération aussi asiatique a eu 3 places en plus, c'est parce que on sait très bien que la Chine a fait pression et la Chine fait pas mal pression. D'ailleurs, même sur la nouvelle réforme des binationaux, c'était poussé par le Maroc et par la Chine. Voilà, ça c'est la petite trêve, petite aparté. Ça reste neuf, ça reste bien. Enfin, ouais, je partage complètement. Que ce soit l'un et l'autre de vos avis, c'est-à-dire que neuf c'est très bien, ça va permettre à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, à l'Algérie, euh,
Maroc, Tunisie, enfin voilà, tous ces pays, comme tu as dit, qu'on a l'habitude de croiser lors de l'événement quadriennal. Mais, mais c'est vrai que, non, moi en Europe, même en étant français, donc considéré comme une des meilleures nations européennes, non, j'ai pas besoin d'avoir 3 places de plus pour me dire, youpi, je suis qualifié. C'était comme finalement, c'était comme les éliminatoires de l'Euro. Quand on les regardait, on se disait, ben, de toute façon, on les regarde, mais même si on est deuxième, on finit qualifié. Donc tu as quand même une baisse. Comment j'ai du mal à trouver ce mot, une baisse De la de concurrence? l'intérêt, Ouais. de l'intérêt. T'as pas forcément envie. Tu vois, admettons déjà qu'un France-Kazakhstan, c'est pas intéressant, mais en plus, si tu te dis que t'as même pas besoin, même si tu gagnes pas ce soir, de toute façon, tu es deuxième et tu es qualifié, bah alors là, il y aura personne devant. Et après, en fait, ça va jouer les étonner en disant, oui, les trêves internationales, c'est chiant, oui, il y a moins de monde qui regarde, mais pareil, en fait, ça c'est, s'il y a moins de monde qui regarde, bah, il y aura moins d'argent mis dedans. T'as moins d'argent, on va les mettre un peu de côté, ce qui ferait énormément plaisir d'ailleurs à bon nombre d'acteurs du football. Hein. On pense Wenger avant qu'il retourne sa veste, ça a été l'un des mecs qui râlait le plus quand il voyait tous ces internationaux partir d'Arsenal. Donc le mec était prêt à aller dans un des meilleurs clubs d'Europe, mais en revanche, il voulait pas que ses joueurs soient internationaux. Mais bon, bref, Mais ça, c'est une caméra cachée, on c'est n'est pas encore au courant, mais c'est pour le festival Juste pour rire, en fait. Il est ah en mais caméra cachée. C'est Marcel Béliveau, c'est Marcel Béliveau. Donc voilà, c'est plein de petits trucs. Donc moi, je reste quand même content que bah, l'Afrique a quasiment doublé toutes ses forces en présence. J'espère et j'ai quand même confiance dans le fait que elles dépasseront. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura un 16e de finale dans la Coupe du Monde à 48 ou ça n'a pas été encore décidé comment Alors, ça se passait. il faut voir, parce que je sais que normalement, ça fait plus que 2 matchs de poule par sélection, Mhm. qu'il y aura plus de enfin, il y aura plus de matchs nuls, ça ira directement, en victoire ou en défaite. Il y aura prolongation et tir au but si nécessaire. Mais du coup, Mhm. oui, normalement, dans la logique des choses, il doit y avoir un tour supplémentaire, quelque part. Parce qu'avec 48 équipes, tu vas t ou alors il y a un système où les premiers sont qualifiés et après il y a une question de meilleur deuxième, je crois. Il y a peut-être quelque chose comme Je, ça. ouais, ils songeaient aussi à faire des groupes de 3 un truc comme ça. Enfin bref, donc je crois que oui, en effet, comme c'est pas totalement mis. Bon, mais je garde quand même bon espoir que les sélections africaines fassent mieux qu'elles ne font actuellement, du moins les retrouver rapidement en quart de finale, ne serait-ce par ce fameux truc de probabilité où quand deux nations africaines vont se rencontrer en huitième de finale, et ben t'en auras une au tour suivant. Après, c'est, 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 ça reste compliqué pour moi de parler de bénéfices d'une Coupe du Monde à 48 parce que c'est vraiment c'est l'un des symptômes pour moi du football qui part en vrille. Beh, Mais elle peut être intéressante cette réforme, mais c'est vrai que pour le moment ça reste flou. Malheureusement, on peut pas aujourd'hui être certain du format. N'empêche que, par exemple, si on supprime un match de poule, comme on le disait, et qu'on ajoute un match de phase à élimination directe, personnellement, je prends. Si c'est pour ça, je prends. Ça permet d'avoir plus d'équipes à la coupe du monde, de tous les continents, et d'avoir des matchs à enjeu encore plus importants, en nombre. Ça, pour ça, moi, ça peut m'intéresser. Si c'est pas le cas, c'est vrai que la coupe du monde à 32, elle était bien, et on va dire, et un rééquilibrage des places données aurait pu suffire. Pierre, toi, tu vois comment cette réforme à 48 en général? Tu es pour, tu es contre? Bah, passer à 3 équipes, par groupe, donc 2 matchs, de phase de poule uniquement, ça permettra, c'est sûr, d'éviter, certains scénarios qui ont été regrettables, par le passé. Je pense Comme qu'on se souvient tous. France-Danemark. Ouais, je pensais à autre chose, je pensais plus à en 2018, l'Espagne et le Portugal qui se qualifient alors qu'ils ont gagné un match et qu'ils ont fait 2 matchs nuls, bon.
Ou alors, sans être dans le côté coupe, du monde, mais à l'Euro, encore une fois, le Portugal qui a gagné la compétition en 2016 après avoir fait 3 matchs nuls en phase de poule, et s'être qualifié, raccro comme ça. C'est vrai que le fait de passer à 3 équipes par groupe, ça réduit cette possibilité puisqu'il faudra a priori forcément gagner les 2 matchs pour pouvoir, ou au moins un des 2 pour pouvoir, passer en tant que premier de groupe. Donc déjà ça mettra la pression sur les équipes et on sait que, bah, dans le sport généralement, c'est l'équipe, qui est favorite qui subit le plus la pression dans ce genre de scénario puisque évidemment l'équipe qui part déjà défavorisée, dans la rencontre, a rien à perdre et le fait de jouer 2 matchs à fond comme ça pour une «petite nation» entre guillemets encore une fois, ça peut être, l'occasion de créer la surprise, hein, pour des pays comme, on parle, de l'Afrique, mais je pense qu'on pourrait aussi avoir des belles surprises au niveau du continent asiatique puisqu'il y a aussi de très belles sélections là-bas. Mais oui, c'est, le passage à 48, à voir si aussi, les diffuseurs feront le travail, ils diffuseront, autant de matchs, voire plus, en termes de proportion que ce qu'ils diffusent actuellement. Puisque bon, c'est pas pareil de, couvrir un événement à 32 équipes, que d'en couvrir un à 48. C'est pas le même travail, ni les mêmes conditions. Après ce qu'il va falloir, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est ce que tu as dit, toi Aurélien tout à l'heure en parlant de Arsène Wenger qui se plaignait que du fait que ses joueurs étaient souvent retenus, par leur sélection. C'est aujourd'hui quelque chose qui est, essentiel pour moi d'aborder aujourd'hui par rapport au football africain d'autant plus. Parce qu'on a eu, un épisode cet été du transfert notamment de Andy Delors à Nice, où il a été révélé que, le club de Nice, dans le cadre de son recrutement, demander aux joueurs africains, donc aux joueurs qui jouent pour des sélections africaines, de, faire une croix sur les rassemblements, qui auraient lieu pendant la saison régulière, de la Ligue 1 et ça a été confirmé puisqu'on a eu un autre joueur sondé par, l'OGC Nice cet été, qui était, Islam Slimani, un autre joueur de la sélection algérienne qui a, lui, refusé et qui a expliqué qu'il quitterait pas Lyon pour Nice, notamment pour cette condition-là, qui était de ne pas rejoindre son pays, pour jouer les matchs avec la sélection et c'est quelque chose que, qui a pas forcément fait beaucoup de vagues, mais qui aurait dû, parce que je trouve que c'est absolument, scandaleux de mettre ce genre de terme dans un contrat. Alors on sait pas toujours ce qui se passe, dans les négociations de contrat et les clauses, et tout ça, ça reste, assez obscur même malgré l'excellent travail de Romain Molina notamment à ce sujet et des journalistes, qui travaillent, de manière, intègre. Mais c'est vrai que, ce genre de clause et ça laisse imaginer tout ce qui peut se passer derrière parce que évidemment, comme je l'ai dit, c'est difficile et c'est un risque pour les joueurs de rentrer jouer en Afrique, hein. On va parler clairement. Pour un joueur qui est fragile, au niveau des jambes, je pense qu'il y a un risque de blessure. Jouer sur un terrain, qui est complètement boueux ou, à l'inverse, complètement sec avec des trous dans la pelouse, c'est pas pareil que, de jouer sur les damiers qu'on peut trouver en Europe et du coup, moi, je trouve ça scandaleux, même si ça peut se justifier du point de vue sportif. Je trouve que, le fait que certains joueurs africains soient tentés justement, par l'appât du gain et aussi la volonté de s'élever dans la hiérarchie du football, d'accepter ce genre de clause, c'est symptomatique du problème principal du foot africain, quoi. Bon, après, le cas de l'or, c'est un cas vraiment à part aussi, hein. C'est que dans le sens, bon, la clause est peut-être, j'ai l'impression que la clause c'est plutôt une clause orale que, Sous seing privé peut-être. ouais, ou alors voilà, qui est pas ouf, mais de base d'ailleurs que, alors ça fait quand même beaucoup jaser, hein, en Algérie parce que déjà Delors n'était pas très bien vu dans la sélection, dans le sens où même il avait raté des sélections cet été et beaucoup disaient que c'était pour passer des vacances à Ibiza. Et il a pas le même rendement, hein, tout simplement aussi. Voilà, et mais ne serait-ce que d'ailleurs son changement de nationalité sportive, où tu sens que le mec n'en avait jamais parlé et à 28 ans il se réveille complètement en disant ah bah en fait ma grand-mère elle est née en Algérie, est-ce qu'on peut pas voir si on peut faire quelque chose?
Bah, surtout que c'est lui qui a demandé véritablement plus Oui. que la fédération algérienne. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y a aussi, pour quand même, soutenir l'argument de Pierre avec lequel je suis quand même d'accord, il y a aussi le temps de trajet, les fuseaux horaires. Aller en Afrique, c'est compliqué pour les qualifications. Tu te fatigues, quand tu reviens ou quand tu pars. Il y a voilà, le potentiel blessure peut aussi venir de là et c'est quelque chose de compliqué. Et la Justement CAN en plus, qui est toujours en janvier, quoi. oui, qui est en cours de saison pour des raisons, de survie des joueurs sur le terrain et des raisons climatiques. C'est vrai que ça pose toujours un vrai problème. Maintenant, on voit que les coupes du monde apparemment sont autorisées en hiver désormais. Ça peut Mm. aussi, donner des inspirations, à la CAF pour changer tout ça. D'ailleurs, on pourrait faire un excellent épisode sur les formats d'éliminatoires et les possibles changements qu'on pourrait proposer. Parce qu'effectivement, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, voire en Amérique du Sud, il y a de vrais problèmes qui ont été découverts, ou qui ont été appuyés avec la pandémie. Je pense, notamment aux 2 matchs en 48 heures pour les joueurs sud-américains qui avaient un match en Amérique du Sud le jeudi et qui devaient jouer, le samedi en championnat. On a eu l'exemple avec les brésiliens du Paris Saint-Germain ou les Mm. argentins. Ça pourrait être intéressant, si ça vous intéresse messieurs, d'avoir une deuxième partie où on se penche sur tous les éliminatoires avec peut-être, des formats à changer. Pourquoi pas, par exemple, le modèle de la Ligue des Nations qui pourrait, attribuer désormais toutes les places qualificatives pour créer vraiment une harmonie, méritocratique sur tous les continents, mais aussi, réduire le nombre de matchs parce que la cadence devient infernale et pour les joueurs africains, c'est un vrai handicap parce que, c'est vrai que le football se développe moins vite en termes d'infrastructures et ça peut être très dangereux, pour des joueurs habitués à des billards anglais ou à des billards, espagnols de jouer, sur des terrains des fois volontairement tronqués pour battre l'adversaire et quand tu as des nations comme l'Algérie, comme le Sénégal qui propose un joli football, c'est catastrophique de voir les mêmes symptômes que quand tu joues des amateurs de coupe de France, quoi. Ah bah, en plus, Heu, c'est des genres de choses que tu retrouves, où, par exemple, pour la CAN, certains binationaux sont prêts à dire: ah, mais tu comprends, là, je suis pas totalement, comment ça s'appelle, je suis pas totalement titulaire dans mon club, donc laisse-moi un peu de temps et je reviendrai après. Et quand il y a la Coupe du Monde qui arrive, alors là, c'est open bar, les mecs viennent toquer à la porte et dire: ah ben oui, moi si la sélection m'appelle, je suis prêt. Moi je pense toujours à Kevin Prince Boateng comme ça. ouais, complètement, complètement. Donc c'est pour ça que je vous propose peut-être, une deuxième partie à enregistrer un de ces 4, sur les éliminatoires et comment lutter contre les déviances poussées par les clubs, envers les sélections parce qu'il y a une vraie oppression des clubs sur le football de sélection. Sachant Hem que bon, ça après, ce n'est que mon humble avis, mais pour moi, le football de sélection prime sur le club. Bah, ça crée plus C'est de ta mémoire. nation. Ouais, Ça c'est crée ta ça nation crée avant tout. plus de mémoire et ça crée plus d'événements. Pour moi, ça crée plus l'événement, par sa rareté et justement, c'est pour ça que, et je me biperai, en post-production, mais l'idée d'Arsène Wenger de mettre une coupe du monde tous les 2 ans est une catastrophe ambulante. Voilà. Même si appuyé, j'en avais discuté avec Erita Ilunga, euh, c'est vrai qu'il était sensible à l'argument de pouvoir mettre alors plus de pays africains tous les 2 ans pour mettre un peu plus de lumière. Mais après, pour moi, il y a toujours cet argument. C'est pas parce que tu as une Coupe du Monde tous les 2 ans que tu vas avoir 9 pays africains différents à chaque édition, quoi. Ouais et puis appâter, des votes, d'un continent pour de l'argent, je trouve ça un petit peu minable. Voilà, beh, de toute façon pour voir ce que ça va donner, l'impact de la coupe du monde à 48, messieurs, il va falloir attendre encore presque 4 ans, un peu plus même. Et donc trouver Hem, un ascendant sud-américain, parce que tu m'as dit que 60% de la CONMEBOL participent. c'est ça, donc si vous avez un aïeul qui a été au Guyana ou encore en Bolivie, vous avez peut-être la possibilité de participer à des coupes du monde d'ici, 5-8 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vérifier vos actes de naissance, et vos livrets de famille. Voilà. Messieurs, on va s'arrêter là, on est à 1 heure d'enregistrement quasiment. On a fait un joli tour, sur la question africaine.
on a vu qu'on avait, par rapport au précédent épisode, un peu plus de différents. Et j'ai trouvé ça très agréable de traiter un sujet qui l'est pas assez, je trouve, en tout cas en France. Ça mériterait peut-être, de faire des mises à jour ou des épisodes liés à cette émission sur le football africain si vous êtes tenté. Ah bah toujours tenté, hein, ça reste ne serait-ce qu'au niveau des nations ou même des clubs, où là bon il y a presque toute une culture à faire. Ça reste quand même des belles choses à voir. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures, hein, tant il y a une diversité des questions à aborder. On a parlé aujourd'hui de football presque pur et dur. On a parlé du côté organisationnel. Il y a aussi évidemment tout le côté politique qu'on a commencé à développer. Et bah, oui, c'est intéressant de parler de l'Afrique et on pourra en parler, je pense, pendant facilement 1 heure, voire deux de plus, si on devait tout aborder. Mais voilà, pour les besoins de l'émission, on va s'arrêter là et peut-être oui, peut-être un autre épisode, à ce sujet, ça serait intéressant de développer, oui. Eh ben, j'en fais la promesse, voilà, c'est dit, c'est fait. Je serai obligé de vous solliciter pour tenir cette promesse. Si vous regardez, la vidéo YouTube ou si vous êtes sur un service de podcast qui met les commentaires, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur la question. On serait très intéressé de les lire et d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi le faire sur les réseaux sociaux. Messieurs, je vous remercie. Avec plaisir. Merci Aurélien. Eh ben merci, merci Simon. Oh non mais Ah mais, c'était pas j'attendais, je me méchant, disais hein. comment bah mais merci Simon, hein, content d'avoir ma deuxième cape aujourd'hui, hein. Vivement la C'est troisième, vrai. hein. C'est vrai, Pierre est à 3 sélections déjà. Pierre est à 3 sélections. Oui, parce Et qu'il y a eu le rugby que j'ai écouté et ça m'a permis de me refaire presque 10 ans de retard. eh ben écoute, on était ravis de t'initier aux valeurs de l'Ovalie. Et ben on se retrouve de toute façon dans de prochains épisodes, qu'ils soient football ou qu'ils soient rugby. Les prochains épisodes sont plus ou moins déjà prévus. On vous laisse un peu de surprise, même si on les avait déjà teasés pour certains. On vous souhaite, On parlera d'un pays potentiellement ne participera pas à une Coupe du Monde. voilà, qui commence par I et qui finit par Tali. Voilà. Euh, Messieurs, encore merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai indiqué, à réagir en commentaire sur les réseaux sociaux ou en dessous de l'épisode que vous écoutez, que ce soit pour aujourd'hui ou pour les prochaines fois. Et n'oubliez pas, faites du sport, regardez du sport, vivez le sport, mais surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, ciao.